cela fait presque 4 ans que, en tant que Centre ufologique national, nous avons décidé de nous attaquer aux problèmes ufologiques, notamment du point de vue des enlèvements ou des séquestrations. En Italie, nous n'avions jamais voulu aborder cette question auparavant. Il semblait qu'il n'y avait aucun cas à examiner, que tout ce phénomène affectait uniquement les États-Unis et l'Angleterre, et peut-être un autre pays. Mais il y a 4 ans, nous avons également découvert quelques cas ici. Nous voulions voir si les Américains avaient dit la vérité. Nous avons alors commencé à utiliser des techniques appliquées par eux, comme l'hypnose régressive. Eh bien, Maurice, comme nous l'avons dit, maintenant tu vas te détendre de plus en plus profondément, de plus en plus vite. Laissez votre corps se détendre profondément, profondément. Bout des doigts, pieds, chevilles, mollets, genoux, cuisses, hanches, tronc, mains, poignets, bras, dos, cou, tête. Laissez votre corps se détendre profondément, de plus en plus profondément. Remontons le temps vers cette expérience. Vous êtes désormais en mesure de parler. Décrivez vos sentiments. Il semblait descendre rapidement. Il atterrit à l'extrémité de la forêt. C'était un spectacle incroyable. Nous n'y croyions pas. Levant les yeux, même lorsque l'objet volant avait atterri. Il semblait y avoir quelque chose, comme des particules tombant du ciel. Il ressemblait à de petits flocons de neige, mais ils ne semblaient pas réels. On pouvait voir à travers eux. Alors que nous nous approchions, Roger et Eric l'ont vu nous pointer quelque chose. Nous avons commencé à ressentir une sensation de picotement, pas très intense, mais dans tout le corps. Nous avons peur. Au début, il nous semblait être un nain. Il portait un uniforme, une sorte de combinaison spatiale, comme celle qu'on voit à la télévision. Le casque et la combinaison étaient blancs. Et le casque avait quelque chose devant lui, sur le visage. Il ressemblait plus ou moins à une personne. Dans quelques instants, vous reviendrez à votre état normal. L'expérience est passée. Maintenant, vous êtes de nouveau ici, dans le temps présent. Vous vous sentez bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter jusqu'à 5 dans votre tête. 1, 2, 3, vous revenez à l'état normal. Vous vous sentez bien. 4, ne vous réveillez pas complètement avant 5 heures. Vous vous sentez bien. 5, comment vas-tu? Bien. Comment vous sentez-vous maintenant que vous vous souvenez de tout cela? C'est réel. Le lendemain de s'être souvenu de ce qui s'est passé. Vous pouvez vous réveiller avec l'envie de vous suicider. Pour te jeter d'un pont. Filtrez cette expérience grâce à l'hypnose. C'est comme découvrir une cocotte minute très lentement, pas d'un seul coup. Comment pourrais-je faire face à une telle expérience à l'âge de 8 ans? Beaucoup de gens sont terrifiés par ce qui se cache derrière le vide temporel. Mais en général on découvre que des expériences positives ont été vécues avec des êtres bienveillants. Le problème est de surmonter la peur initiale de l'inconnu. La peur de ce qui peut être découvert et en prendre conscience.
pour le bien de sa propre santé mentale. Jusqu'à récemment, je pensais que l'expérience se limitait effectivement à environ 3/4 d'heure au cours desquelles quelque chose s'était produit. C'est ce qu'on appelle le temps manquant. On ne se souvient pas de ce qui s'est passé et on parvient à combler ces lacunes en entrant dans l'hypnose régressive. Qui dans mon cas a été réalisé par le docteur Moretti et le professeur Corrado Malanga. Il est difficile d'expliquer ce qui se passe réellement. Il existe de nombreuses hypothèses. Que peut-on dire de ces cas? Nous disposons d'experts reconnus dans le domaine psychologique et psychothérapeutique qui, en tant que collaborateurs, nous ont aidés à résoudre, peut-être pas 100%, mais 80% de certains de ces cas. Il convient donc de se demander si les Américains avaient raison ou tort. Eh bien, à mon avis, ils avaient raison. Il existe une phénoménologie qui peut être décrite ainsi. Certains êtres vivants sur cette planète, c'est-à-dire certains d'entre nous, sont kidnappés par des êtres extraterrestres venus d'un autre endroit. Nous ne savons pas où, mais sûrement en dehors de la planète Terre. Nous sommes ainsi soumis à des examens cruels, à des opérations chirurgicales. On ne sait toujours pas pour quelle mystérieuse raison. Nous pouvons mener toutes les investigations que nous voulons, mais nous savons que le phénomène est réel. Les cicatrices que certaines personnes enlevées portent sur leur corps et les témoignages collatéraux, les empreintes de pas au sol. Les souvenirs de ces personnes montrent que le phénomène est réel et qu'il existe. Je vais vous raconter ce que j'ai dit à un de mes patients. Je lui ai dit, ma principale responsabilité est envers toi. Je suis médecin psychiatre. Vous avez vécu une expérience traumatisante qui me fait craindre pour vous. Santé physique et mentale et j'espère que vous allez bien. Il faut choisir entre philosopher sur sens de tout ce qui s'est passé ou en faire l'objet de mes recherches scientifiques. Mais tout cela est secondaire. Cela dépend si vous avez besoin de raconter ce que vous avez vécu aussi. Vous préférez tout ranger dans un tiroir et recommencer à vivre. Je crois que la peur et la terreur. Ils dépendent autant de la perte de contrôle que de ce que l'on voit. C'est une combinaison de ces deux éléments accompagnée d'une réaction de rage. Mais il ne doit pas toujours en être ainsi. Il est possible que dans ce type d'expérience un facteur de volonté intervienne au sein de l'élément de contrôle. Je crois que la peur et la terreur peuvent être surmontées. Je suis d'accord avec Larry Hulatedley pour dire qu'il s'agit d'une expérience très particulière. À mon avis, les personnes qui ont vécu des expériences de ce genre doivent maintenant traverser une période étrange. Dernier chemin venteux et sombre d'où la peur n'existe plus. Je ne connais rien aux routes étranges, venteuses et sombres, mais je sais que la peur est la peur et que la terreur est la terreur. Je ne pense pas qu'il y ait de marque spéciale en jolies lettres rouges pour ceux qui ont été victimes d'enlèvement par des êtres extraterrestres. La peur et la terreur à tous les niveaux peuvent être traitées et éliminées. En tant que psychiatre, l'une des questions que je devais sérieusement réfléchir était de savoir si j'analysais une maladie psychiatrique reconnaissable ou quelque chose d'entièrement nouveau. J'ai essayé d'aborder le sujet d'une manière qui puisse appliquer les principes les plus orthodoxes du diagnostic psychiatrique. Tout d'abord, j'ai pris en compte la psychose ou la folie commune, seulement ces gens-là ne sont pas faux. Les personnes avec lesquelles j'ai travaillé le plus intensément sont normales à tous égards. Ils ont de bonnes relations avec les autres, ils parviennent à établir des contacts positifs avec les gens. Leur sens de la réalité est très développé et ils font preuve d'une émotivité appropriée par rapport à ce qu'ils racontent. Il n'y a rien en eux qui puisse être considéré comme psychopathologique.
C'est une histoire qui ne tient pas. J'ai soigneusement analysé le tableau des possibles applicables au phénomène des enlèvements. J'ai affronté les catégories psychologiques et psychiatriques que je connais. Et je n'ai trouvé rien d'autre qu'un trouble mental post-traumatique, quelque chose de normal. Pondo, pour une personne qui a vécu une expérience si étrange, si étrangère au monde. Cela a du sens. Il doit y avoir un événement réel à la base de votre réaction, comme confirmation des faits. Par ailleurs, des tests psychologiques menés par Owen Parnell dans l'Utah, par Elizabeth Slater à New York. Et les tests que j'ai effectués moi-même avec l'aide de médecins et de psychologues ont tous donné des résultats identiques. C'est-à-dire que ces personnes souffrent d'un syndrome post-traumatique léger ou modéré. Ils ont traversé une mauvaise période. Ils sont à la limite de l'épuisement ou de l'effondrement typique d'une personne ayant subi une expérience traumatisante. Traumatique. Un effondrement provoqué uniquement par cette expérience et non par un trouble dû. Personnalité. Il ne s'agit pas d'un problème psychiatrique en dehors du contexte traumatique. Pendant plus de 2 ans, j'ai travaillé avec des psychologues et des travailleurs sociaux dans le cadre de l'étude de sujets enlevés. Il est difficile d'obtenir leur coopération et de les convaincre de se soumettre à des tests psychologiques. Ils se sentent traités comme des cobayes, ce qui est compréhensible. L'étude a été réalisée sur un échantillon de 20 personnes. Nous avons fait des progrès significatifs dans la recherche. Des éléments cruciaux, comme le fait que certaines de ces personnes souffraient de troubles médium notables, au point de considérer qu'un traitement psychiatrique est conseillé. Fermé. 50% des sujets impliqués dans des expériences d'enlèvement pratiquement analogues sont affectés. En admettant qu'il s'agit de personnes normales, comme l'a souligné Bud Hopkins. Il est confirmé que certains sont effectivement normaux, mais une fraction significative ne l'est pas. Ils le sont. Je considère donc qu'une étude devrait en tenir compte. Ce sont des épisodes si mystérieux et si étranges que nous voulons à tout prix les expliquer pour les encadrer dans une structure logique de pensée, de réalité et d'expérience. Mais il n'y a aucune preuve. Il n'existe aucune théorie sur ce point qui puisse être dérivée de mon expérience psychiatrique, de mes diagnostics cliniques, de mes références mythologiques, du folklore ou de mon histoire. Ces explications peuvent être utiles par rapport au passé où il y avait des gens qui pensaient avoir été kidnappés par des fées ou des gnomes. Il s'agissait apparemment de phénomènes similaires, mais dépourvus de l'élément très réaliste présent dans les enlèvements. Par conséquent, je continue de penser qu'il s'agit d'un grand mystère qui pourrait avoir une signification importante, mais pour lequel je n'ai aucune explication. Comment ces êtres parviennent-ils à brouiller nos idées, à créer des vides temporaires dans notre cerveau remplis de mauvais souvenirs? C'est quelque chose que nous avons découvert précisément avec ce cas de gène. Je dois dire que nous avons eu de la chance. Comme dans toute chose, il faut toujours un peu de chance. En effet, Valerio décrit exactement ce qui lui arrive et pourquoi cela lui arrive. Il dit, « Ils me font revivre des souvenirs de ma vie. Des bars, des odeurs, des espaces, des gens, tout ensemble. Et je vous demande pourquoi. Ces êtres qui parlent avec des voix d'hommes et de femmes, tous ensemble, me disent-ils, pour vous donner une stabilité mentale. » Étrange réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Et que se passe-t-il concrètement? Eh bien, à un moment donné, cette série de visions, de sons, d'expériences s'estompe. C'est comme si j'avais une boîte avec tous les souvenirs mitigés de Valerio. Et Valerio construira un ensemble de souvenirs basés sur ses expériences. De moments véritablement vécus mais complètement perdus dans le temps. Il rencontre un ami aujourd'hui. Elle le voit dans une voiture qu'elle possédait il y a 10 ans dans un endroit qu'elle a vu avec d'autres amis et dans une autre situation. C'est-à-dire construire un faux souvenir mais réalisé avec de vraies pièces. Et les voix qui parlent, voix d'hommes et de femmes ensemble, disent. Cela sert à vous donner de la stabilité, comme pour dire.
Nous ne voulons pas vous laisser un vide temporaire. Nous vous offrons une mémoire alternative. Et puis ils disent, ne t'inquiète pas, nous faisons tout pour ton bien. Cette phrase est récurrente chez toutes les personnes enlevées que nous avons étudiées jusqu'à présent en Italie. Le phénomène des enlèvements est intéressant. Parce qu'un grand nombre de témoignages proposés par des personnes lucides et crédibles. Ils correspondent même dans les moindres détails. En d'autres termes, le phénomène n'est pas un ensemble de fantasmes, mais quelque chose de réel. Un bon point de départ pour l'enquête est obtenu si les témoignages sont vérifiables. Si, par exemple, certains aspects du phénomène se répètent constamment dans différentes parties du monde. Le rapport est enrichi. Vous pouvez procéder à l'analyse des preuves matérielles et de plusieurs témoignages pour les comparer. Le phénomène des enlèvements par des ovnis dans sa plus stricte acceptation est, en somme, récent. Parmi les premiers cas classés et rendus publics figure celui de Los Gil en 1961, mais il existe également un précédent datant de 1957 et quelques autres cas qui remontent aux années 1950. La question n'a commencé à être sérieusement discutée qu'au milieu des années 1970 pour deux raisons essentielles. D'abord parce que dès que cette nouvelle s'est répandue, de nombreuses personnes ont tenté d'en profiter. Deuxièmement, parce qu'il est possible que ces expériences aient été vécues par des personnes incapables de les communiquer aux autres. Des gens qui ne comprenaient même pas ce qui leur était arrivé. Bref, le mystère les bloquait psychologiquement. En fin de compte, lorsque les sujets concernés ont pu comparer leur expérience avec celle des autres, et ils ont découvert qu'ils n'étaient pas seuls, les murs sont tombés et ils ont décidé de parler. Comme le dit Bad Hopkins et comme le croit également John Mack. Ces enlèvements se produisent au fil des générations. Autrement dit, ils touchent l'arrière-grand-père, le grand-père, voire le petit-fils, le nouveau-né. Cela suggère que les auteurs de ces enlèvements mènent des études génétiques, comme celles que nous réalisons chez les lapins, animaux de laboratoire. Autrement dit, à mon avis, le phénomène doit être vu sous cet angle. Considérons les preuves matérielles des enlèvements. Par exemple, les soi-disant effets secondaires. Chez certains sujets, des lésions superficielles apparaissent immédiatement, comme une irritation des yeux immédiatement après un enlèvement, ou des cicatrices assez évidentes. En fait, nous avons trouvé deux types de cicatrices différents. Une coupe nette recommandée avec un scalpel. L'autre est circulaire, presque en forme de cuillère, comme pour extraire une strate compacte de cellules. Ce sont des signes assez courants qui se retrouvent généralement toujours dans les mêmes zones du corps. Et ils causent les mêmes problèmes aux gens. Si les enlèvements sont réels et que les personnes sont examinées comme elles le décrivent, il est acceptable d'admettre qu'il y a des signes sur votre corps, comme certaines cicatrices. Les personnes kidnappées décrivent les instruments utilisés, les incisions pratiquées pour prélever des échantillons de peau, etc. Et effectivement, certains sujets présentent de petites cicatrices. La question est, quelle est la cause et quel est l'effet? Est-ce le souvenir ou la cicatrice d'avant? Eh bien, les cicatrices restent un mystère inexplicable, même après des séances d'hypnose. On m'a parlé de cas dans lesquels la personne kidnappée se souvient sous hypnose d'avoir été manipulée dans une zone inhabituelle, comme le creux du genou. Puis il se regarde et découvre qu'il a juste là une cicatrice, ou une petite marque circulaire. Il y a eu de nombreux débats sur les preuves physiques, telles que les cicatrices et autres types de signes sur le corps. Personnellement, je ne suis pas particulièrement impressionné par ce genre de choses, car les êtres humains, sans exception, ne vivent pas dans des boîtes de verre. Nous avons tous de petites cicatrices sur notre corps et nous ne nous souvenons pas forcément d'accidents insignifiants qui peuvent pourtant laisser des cicatrices.
En fin de compte, je pense que ces preuves ne sont pas cohérentes. En ce qui concerne les implants, les choses sont très différentes. Nous étudions les objets retrouvés sur les corps des personnes kidnappées. Des objets qui n'avaient pas besoin d'être là. Sa nature n'est pas claire. Ce ne sont pas des carillons ou des émetteurs. Ils n'émettent pas de son ou d'ondes particuliers. Autrement dit, ils ne font pas les choses que l'on attend d'un implant extraterrestre. Mais à différents égards, ils sont vraiment inhabituels. Ils semblent contenir de nombreux éléments organiques. En définitive, on ne peut exclure que ces objets ne proviennent pas de la Terre. Le fait est qu'ils ne devraient pas être là où ils sont. Une hypothèse possible est que les soi-disant extraterrestres, grâce à des implants, ils parviennent à surveiller certaines personnes. De la même manière que l'on marque les animaux pour les localiser plus facilement. Peut-être qu'ils pourront alors revenir en arrière et localiser cette personne, mais qui sait? Dans certains cas, on évoque des tests physiques liés à des expériences, des grossesses fantômes, des puits et des implants. La vérité est que nous n'en sommes qu'au début de l'enquête et que la documentation à ce sujet est rare. Il n'existe en effet aucune pathologie avérée concernant les grossesses fantômes et il n'est pas possible de se baser sur les nombreux témoignages, aussi sincères soient-ils. Les données obtenues sont analogues à 80% à celles découvertes par le professeur John Mack, par exemple, et mentionnées par Bata Hopkins ou Stravey dans leurs livres. Ces garçons, ces hommes, ces femmes avec qui on entre en contact. Et qui auraient eu des problèmes d'enlèvement. Ils présentent souvent des implants, des cicatrices, des preuves physiques dont l'existence ne peut être niée. D'un point de vue hypnotique, ces personnes se souviennent, sous hypnose régressive, qu'ils ont fait faire ces choses, qu'ils ont eu ces implants, ces examens médicaux. Ainsi, par exemple, la mémoire d'une petite sonde est répétée dans chacune d'elles. Et est introduite par ces entités extraterrestres, le sujet enlevé. Par la narine droite, à l'aide d'une sorte de scalpel. Appelons cela un laser, même si nous ne savons pas ce que c'est. Cet élément finit par s'insérer exactement dans une zone de l'hypophyse, dans le crâne du sujet, et est parfaitement visible par résonance magnétique nucléaire, tomographie crânienne ou, souvent, par un simple film pariétal. Nous nous sommes habitués au type d'état uni, au gris, qui répondent pour nous comprendre à la description fournie par Barney et Betty Hill et par Whitley Stride. De nombreux cas, suivis par Bud Hopkins, font référence à ce type d'entité graphique avec de très grandes têtes et yeux. C'est le type le plus courant. Ce qui surprend dans cette typologie nord-américaine constante, c'est le contraste avec la Grande-Bretagne, où de nombreux cas d'enlèvement sont liés à des créatures pratiquement humaines d'apparence nordique. Ces créatures ont souvent été décrites comme ayant de longues barbes et des vêtements gonflés. Le type nordique n'a rien à voir avec les petits gris. Le fait est qu'ils se comportent de manière très similaire. Ils kidnappent des gens, les embarquent et les soumettent à des examens médicaux. Dans certains cas, ces messieurs bien habillés semblent collaborer avec des individus d'une troisième race extraterrestre, qui, bien que ne ressemblant pas aux gris d'Amérique du Nord, semblent tout aussi stupides et désagréables. En Amérique latine notamment, nous avons reçu des références à des enlèvements perpétrés par des êtres apparemment plutôt obtus. En bref, nous avons différents niveaux de culture extraterrestre. La principale objection au phénomène ovni est que les objets ne peuvent pas être réels. Car lorsque les otages décrivent leurs occupants, ils le font en termes humanoïdes. ESA, les yeux, le visage, plus ou moins comme nous, le tronc, 2 appendices en guise de bras et 2 en guise de jambes. Les humanoïdes, même s'ils ne nous ressemblent pas trop, sont reconnaissables.
Les entités mesuraient environ 5 pieds de haut. Ils étaient minces, avec des têtes délicates, en harmonie avec leur corps également délicat. Certains portaient des vêtements sombres, peut-être des salopettes, sorte de protection thermique contre notre atmosphère. Le visage était également caché par le costume. Dans le jeu de la vie, certains facteurs tendent à disparaître, tandis que d'autres perdurent. Après 4 milliards d'années d'expérimentation par Mère Nature, nous avons découvert quel projet a tendance à durer. Ces caractéristiques prévoient une tête avec toutes les bornes sensorielles proches du cerveau. Une sortie de nourriture attachée à un long tube où la nourriture est transformée et devient un composé fluide. Les liquides doivent être pompés, ils ne fonctionnent pas par osmose, il doit donc y avoir un système circulatoire ramifié, ainsi qu'une pompe qui puisse le gouverner. L'être doit également disposer d'un certain nombre de membres pour la déambulation et la manipulation. L'autre type d'entité est le type le plus courant auquel on pense généralement lorsqu'on parle d'enlèvement d'ovnis. Peau terne, corps gris blanchâtre très fin, mesurant environ 1,20 m, grosse tête et immenses yeux hypnotiques. La forme humanoïde obéit probablement à une évolution logique à l'échelle planétaire et ne semble pas fortuite. En revanche, personne ne s'attend à serrer la main d'un être venu d'un autre monde lors d'une première rencontre. L'affirmation selon laquelle les phénomènes ovnis devraient être rejetés a priori lorsqu'on parle d'extraterrestres parce que les êtres ont une forme humanoïde est un non-sens dicté par l'ignorance. Parmi les contactés involontaires se trouvaient plusieurs sujets qui, au départ, n'avaient pas reçu beaucoup d'attention en raison des exagérations de contactistes tels qu'Adamski et Free. C'étaient des gens qui affirmaient recevoir des messages psychiques d'extraterrestres bienveillants. Ces messages leur parvenaient par le biais de voix mentales, d'écritures automatiques, de visions, de rêves et d'autres manifestations similaires. Plus tard, dans les années 70, la diversité des personnes contactées s'est accrue, sans toutefois susciter d'intérêt. Finalement, Léo Sprinkle, psychologue à l'université du Wyoming, s'est intéressé à ces personnes et a souhaité les rencontrer directement. Il l'a ainsi soumise à des tests psychologiques pour définir le type de sujet qui croyait avoir eu des expériences de contact. En 1980, Sprinkle commença à organiser des conférences annuelles sur les ovnis, l'occasion pour les contactés de se rencontrer et d'échanger des idées. Depuis, les relations se sont développées. Ce n'est donc pas seulement Léo Sprinkle qui a joué un rôle déterminant pour ces personnes. Mais cela les a aidés à survivre, en leur fournissant une tribune à partir de laquelle s'exprimer. Je pense qu'il est important d'accepter un enlèvement tel qu'il est. Lors des différentes conventions OVNI, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui rejetaient l'idée d'enlèvement, même si elles présentaient ces caractéristiques particulières. Ces gens collaborent, mais nient les preuves. Ils doivent admettre qu'ils ont besoin d'aide. Ils ne pourront y parvenir que s'ils acceptent la réalité des faits. En fin de compte, nous laissons ces personnes sans véritable réponse. On ne peut pas leur dire que ça n'arrivera plus, que tout est fini. Il faut même admettre la possibilité que cela arrive à ses enfants. Bref, peut-on leur annoncer que de mauvaises nouvelles? Tout ce que vous pouvez faire, c'est les aider à améliorer leur quotidien. Ce que nous essayons de faire avec nos réunions de soutien, dans lequel nous soulignons l'importance de profiter de la vie. Mais ce que je recommande toujours, c'est d'éviter, si possible, de se laisser emporter par l'expérience. Car si tel est le cas, vous pouvez tomber dans une situation d'épilepsie. Cela laisse passer le temps en attendant la prochaine attaque. Et pendant ce temps, la vie lui échappe. Si nous parvenions à mieux bloquer le phénomène ou à apporter des réponses définitives, nous serions tous plus heureux. En attendant,
C'est comme travailler avec quelqu'un qui a une plaie ouverte et qui saigne. Il y a une perte de sang constante qui ne montre aucun signe d'arrêt.